c'est le Culture Max, rendez-vous avec vous et les arts sur i24 News. Nous allons parler cinéma dans ce journal cinéma et politique. Nous voudrions vous faire découvrir un éditorialiste, un écrivain très particulier. Il s'appelle Kobe Niv, il n'a pas la plume dans sa poche. En bon contempteur de son pays, il vient de publier un livre polémique sur les guerres du Liban traité au cinéma. En gros, il dégomme les 3 plus gros succès ciné d'Israël. Au sommaire également un portrait, celui de la chanteuse Hagit Yasso. Elle est la première éthiopienne israélienne à avoir gagné un concours de chansons, issue de la 2e génération d'Éthiopiens arrivés dans le pays. Hagit Yasso a décidé de retourner dans son pays. C'est un documentaire, on va vous en parler. Et puis, nous vous emmènerons dans l'un des plus délirants rendez-vous du monde, le Midburn, version israélienne. C'est un peu l'équivalent américain du Burning Man. Comme au bon vieux temps de Woodstock, 6000 personnes sont lâchées dans la nature, libre, créative, sans Dieu ni maître. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à nos programmes. La jeune fille qui va suivre s'appelle Hagit Yasso. Elle est chanteuse, musicienne. Elle est issue de la 2e génération des Éthiopiens juifs rapatriés dans le pays via l'opération Moïse. En marge des manifestations antiracistes qui ont lieu en Israël, son regard sur ses origines est édifiant. Hagit Yasso a décidé de retourner dans son pays d'origine. Son portrait, Daniel Campos, Nassib Safadi avec Sandy Fortis. À 21 ans, Hagit Yasso est devenue célèbre, très célèbre. C'est la première israélienne d'origine éthiopienne à remporter l'émission de télévision Nouvelle Star. Nous sommes en 2011 et l'opération Moïse a déjà 27 ans. Née en 1989 à Sderot, petite ville du sud d'Israël, Hagit vient d'une famille qui avait émigré en Israël depuis l'Éthiopie, précisément au début des années 80. Elle fait partie de la 2e génération d'Éthiopiens rapatriés en Israël par avion. Ses origines ont été une source d'inspiration pour son premier album, mais Hagit a été encore plus loin. Il y a quelques mois, la jeune femme a voulu découvrir l'Éthiopie avec son père, comme un retour aux sources pour cette Israélienne. Chacun doit découvrir personnellement ses racines pour apprendre l'histoire de la famille. Ça aide à avoir confiance en soi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce voyage n'est pas resté dans la simple sphère de l'intime. Un réalisateur a voulu suivre la jeune fille. Il en a fait un documentaire édifiant. C'était son rêve. Elle rêvait de se rendre en Éthiopie, de découvrir le peuple, le pays. Le film nous permet de nous plonger dans l'intimité de la chanteuse alors qu'elle vit des expériences uniques. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement physique pour Hagit, c'est aussi un voyage spirituel et émotionnel pour elle. La façon dont elle communique avec les gens qu'elle rencontre, et on le sent très bien parce que Hagit est quelqu'un de très humble. Dans ce documentaire, elle exprime ses émotions simplement. Je parle de l'Éthiopie à mes amis et je leur dis qu'ils doivent y aller aussi. Parce qu'un tel voyage est vraiment quelque chose d'unique à vivre. Mon père me racontait souvent des anecdotes, comme quand il vivait en Éthiopie et qu'il allait près d'un arbre et il chantait. Il chantait pour Dieu, il chantait son amour pour Israël et son désir d'y vivre un jour. Ce sont des moments qui feront toujours partie de ma vie, l'histoire de mes parents. J'enregistre une nouvelle version d'Aoudamet qu'on retrouvera dans mon nouvel album. Elle est dans le film, c'est quand je commence à la chanter et que mon père se met à rigoler et à me corriger. Il m'a appris à la chanter correctement. Il m'a beaucoup aidé avec la langue amharique. Un voyage à la recherche de ses origines pour un album empreint de son identité.
On reste en Israël, mais on part dans le sud, dans le désert du Negev. Depuis mercredi, quelques 6000 personnes sont rassemblées pour un festival sans Dieu ni maître. Un festival où chacun s'exprime comme il l'entend, se mettre tout nu, se peindre en vert, créer, aider, participer, bref, faire ce que bon lui semble. Et pour faire ce que bon lui semble pour lui et pour les autres, c'est le festival Midburn. Et nous avons là-bas, parmi les dingues, on va le dire, une envoyée très spéciale, Marie Peter. Bonjour. Dans la vraie vie, vous êtes une très sérieuse journaliste, une très sérieuse chef d'édition sur i24 News, mais dans le désert, pour ces 5 jours, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes quoi? Quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On vient avec qui on est. Justement, vous disiez qu'on fait ce que bon nous semble et ce que bon semble pour la communauté. Le plus important, c'est de construire quelque chose pour la communauté, c'est de participer, c'est d'apporter quelque chose aux autres. Donc on vient avec ce qu'on est, ce qu'on n'est pas forcément tous les jours dans la vraie vie, c'est vrai, mais on vient avec ce qu'on est. Alors, le Midburn, c'est la version israélienne du festival Burning Man. Il obéit à des chartes, il y a 12 lois à respecter, notamment une sur la protection de l'environnement. Donc vous avez créé quelque chose, vous pouvez nous en parler, et comment vous allez le gérer après? Alors, on est venu avec un camion rempli jusqu'au toit et on a tout déchargé, évidemment, tout organisé. Évidemment, ça suppose de prévoir à l'avance qu'est-ce qui ne sera pas jeté sur place, qu'est-ce qui sera jeté sur place, puisque bien sûr, l'un des grands principes, c'est de ne laisser aucune trace derrière soi, pas d'eau par terre, ramasser les déchets des autres, pour que rien ne reste, pour que la nature ne soit pas marquée par notre passage. L'idée, c'est de construire quelque chose d'éphémère, c'est d'autant plus beau, et quand on part, la nature reprend ses droits. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, Marie, vous avez fait un dôme dédié à l'information, c'est un réflexe professionnel. Combien de temps vous vous êtes préparé à l'avance pour faire ce dôme? Ça fait 4 mois qu'on travaille sur le projet. Et effectivement, le dôme, c'est la partie artistique. Disons que voilà, c'était quelque chose qui nous plaisait de construire parce que c'est une structure qui est très protectrice, on va dire. Effectivement, en plus, c'est un dôme de fer. Et pour le journal, en fait, on s'est demandé ce qu'on pouvait apporter à la communauté. On était parti sur des idées d'installation d'art, parce qu'il y a énormément d'installations d'art, toutes plus géniales, folles, créatives les unes que les autres. Sauf que n'ayant pas de capacité créative, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un journal. Et l'idée, c'est de permettre aux gens de lire les informations dont ils n'ont pas besoin et surtout de partager. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'aller distribuer le journal à travers la ville. Et ça forcera les gens à parler, à communiquer, à échanger leurs impressions. C'est plus l'idée de créer du lien que de faire effectivement un journal aussi sérieux que ce qu'on fait d'habitude. Marie, juste pour terminer, en très peu de temps, le festival a failli être annulé. La police ne voulait pas. Finalement, les gens qui veulent être tout nus vont être dans un coin. Qu'est-ce que vous voyez, vous, devant vous, là où vous êtes, dans le désert du Negev, à Midburn? Alors là, pour le moment, c'est vraiment un chantier à ciel ouvert parce qu'effectivement, les constructions ont été stoppées. Il y a des constructions sur lesquelles les gens travaillent toute l'année. Par exemple, le temple et le man qui seront brûlés à la fin. C'est le thème du Midburn. Le temple est à moitié construit. Les gens doivent travailler. Alors, ils disent jour et nuit. Moi, je suis très étonnée qu'ils travaillent de jour parce qu'il fait quand même 50 degrés. Il y a de la poussière de partout. Mais la nuit, tout le monde travaille, tout le monde construit et on finira probablement tous ensemble une fois que les gens seront arrivés. Merci beaucoup Marie Peter. On vous suivra donc au Midburn. À suivre chez nous, l'homme qui dégomme le cinéma et la guerre. Mais tout de suite, l'expo du jour, le choix de David Gombin. Après Créteil, les arts du numérique prennent d'assaut Martigues. La Venise provençale pousse la réflexion et s'intéresse à l'infiniment grand mais aussi à l'infiniment petit. Le progrès technologique de ces 2 dernières années permet à l'homme de contempler la planète depuis un ordinateur ou le minuscule sur écran géant. Une vingtaine d'artistes venus des 4 coins du monde présentent leurs œuvres grâce à un parcours poétique, artistique et ludique. En invité spécial, Philippe Decoufflet, le célèbre chorégraphe est au cœur du processus créatif qui a conduit à cette exposition à grande échelle. À Martigues, ne soyez pas étonnés d'être étonnés. Nous voudrions maintenant vous faire découvrir une personnalité importante de la critique israélienne. Cette personnalité s'appelle Kobi Niv. Bonjour. Bonjour. C'est un écrivain, satiriste, un professeur de cinéma, de scénario. On lui doit quelques livres en hébreu sur le cinéma, plutôt provoque. Et le dernier vient de sortir. Il est en hébreu seulement, mais son sujet parle à tout le monde. Kobi Niv, bonjour donc encore. Merci d'être sur ce plateau, de faire l'effort de parler en anglais. Dans ce livre qui
qui n'est pas traduit en anglais ni en français. Vous analysez les guerres du Liban sous l'angle du cinéma, Beaufort, Valls avec Bachir, Lebanon. Kobi, pourquoi la guerre est terminée en 2006? Pourquoi, et on est en 2015, pourquoi vous avez attendu autant de temps pour écrire ce livre? The movies came out, these 3 movies, which are about the first Israeli-Lebanon war, which was in 1982. Les films sont sortis, ces 3 films qui portent sur la première guerre du Liban, c'était en 1982. Mais ils sont sortis après la deuxième guerre du Liban et avant la troisième qui arrivera un jour. Je l'ai écrit, mais ça a pris du temps, parce que cela prend du temps à comprendre, à analyser. Je ne l'ai pas fait dans la hâte, je ne suis pas journaliste. C'est un livre que j'ai écrit, ce n'est pas un papier dans la presse. C'est pas un article dans un journal, c'est vrai. Alors, Kobi, qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? Quelle est votre théorie sur ces 3 films et sur ce qu'ils racontent des guerres? The thing that made me look at these movies Ce qui m'a fait voir ces films et essayer de comprendre ce qu'ils disent, c'est le fait que ces films soient sortis si tard après la guerre. Pas de la première, mais pas de la deuxième, parce que Beaufort s'est sorti en 2007, 2008, 2009 pour les 2 autres. Mais ces films ont été faits avant la Deuxième Guerre. Ils ne savaient pas que la guerre aurait lieu. C'était une sorte d'accident ou de coïncidence, si vous voulez. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est le fait que ces films soient sortis aussi tard après la première guerre du Liban. Ils parlent de la première guerre, ils sont sortis aussi tard, et dans une période aussi condensée, en l'espace de 2 ans. Ces 3 films sont presque tous sortis en même temps. Oui, c'était comme du marketing presque. Oui, et ils ont été faits par des personnes différentes, dans des genres différents, et pourtant, ils ont tant de choses en commun. Mais alors justement, qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui vous énerve dans ces 3 films? Parce qu'on vous sent... Écoutez, je suis vraiment obsédé par ce qui est sous-entendu. C'est ce qui m'intéresse et c'est aussi ce que j'étudie et ce que j'enseigne. Je voulais comprendre quelle est la structure sous-jacente de ces films qui sont sortis tous ensemble et qui parlent des journées les plus importantes de la guerre. Du premier jour, du dernier jour, 18 jours après, et aussi du massacre de Sabra et Shatila, qui était un moment décisif de la guerre. Et je me suis aperçu qu'il y a de nombreuses choses en commun, bien qu'ils ont été faits par des personnes différentes et qu'ils appartiennent à des genres différents, et les réalisateurs n'étaient pas en contact entre eux, etc., etc. Alors justement, c'est quoi ce truc en commun? C'est ce que je voulais vous dire. Allez-y. La première chose, c'est qu'ils sont tous racontés du point de vue individuel du guerrier qui se trouve sur le champ de bataille. That is in the battlefield. And there's no Il ne parle pas du tout de politique ou bien de géopolitique. Pourquoi cette guerre? Qui se bat contre qui? Pourquoi? Etc., etc. En fait, en tant que soldat, vous avez votre point de vue. Vous n'êtes pas conscient de la situation dans son ensemble. Mais ces films ont été faits par des personnes qui étaient soldats pendant la guerre, mais 20 ans après, alors qu'ils ont tous la quarantaine. Mais ils sont encore restés coincés dans cette vision individuelle, sans parvenir à voir le tableau dans son ensemble. Not seeing the whole picture. Mais est-ce que ça ne vous satisfait pas finalement qu'Israël soit capable de revisiter son histoire, de traiter son histoire et de faire des films sur des guerres, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la France sur son histoire? That's what I'm saying in my book. There are escapist movies. C'est ce que je dis dans mon livre, ce sont des films d'évasion. Il semble qu'ils parlent de ces choses, mais ce n'est pas vrai. Ils fuient les vraies questions, ils font semblant. Et je vais vous dire quelque chose sur la France, la nouvelle vague. La nouvelle vague. Godard, Truffaut, and so on, in the 50s, 60s. Godard, Truffaut, etc. Dans les années 50, 60, ils ont fait, je ne sais pas, 20 films, peut-être plus. Et c'était justement du temps de la guerre d'Algérie. Et seulement un film, Le Petit Soldat de Godard, parle de la guerre. Les autres, rien du tout. Ils ont fait des films, mais comme si de rien n'était. Ici, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est quasiment la même chose.
Here it's much better, but it's almost the same. Ah bon, c'est une raison de se réjouir. Ma dernière question, Kobeni, parce que vous êtes vraiment un provocateur, on sent que vous aimez prendre là où ça fait mal. Vous aviez écrit, lorsque le film de Roberto Benigni, La vie est belle, était sorti, vous aviez écrit un livre sur le fait que la vie est belle, oui, mais pas pour les Juifs. Pourquoi? Là aussi, c'est une façon de... C'est un film extrêmement irritant, parce que je vais vous dire, je pense que le film n'est pas seulement un déni de la Shoah, parce que la Shoah est représentée comme... c'est par exemple moins grave que mon service à l'armée, c'est... Army days, like this. But also the main thing is that the movie says that the Holocaust was the... La chose principale, c'est que ce film dit que le Shoah était le sacrifice que les Juifs ont fait parce qu'ils ont tué Jésus. C'est à mon sens la structure sous-jacente du film et c'est ce que j'ai écrit sur ce film. Merci beaucoup. Vraiment, je regrette qu'il ne soit pas traduit en français, mais on vous le souhaite. Merci, Kobeni. Voilà, les 3 films les plus importants sur la guerre du Liban, revus et corrigés par vous, polémistes. Merci. C'est une intervention enregistrée. À demain, juste après. C'est l'info qui continue. Merci.